Salut, vous écoutez Femme Kachayeko, un podcast dédié aux femmes cis et trans des anciennes colonies esclavagistes françaises. Je m'appelle Mélissa Marival, je suis guadeloupéenne, féministe décoloniale et militante indépendantiste. Et aujourd'hui, je souhaite interroger sous l'œil attentif de la psychologie la notion de l'identité. En compagnie de mon invitée Coralie, nous interrogerons l'identité, celle de notre communauté, la nôtre, afin de mieux nous comprendre. Puisque je cite, « Je pars du postulat que le groupe militant permet la restauration d'une identité fragilisée. » Bonjour Coralie, comment vas-tu ? Bonjour Mélissa, je vais bien, merci. Et toi ? Ben ça va, merci. L'été a enfin pris forme ici, donc tout va bien. Ah ben oui, nous aussi. Ben écoute, merci de m'avoir invitée sur le podcast de Femme Kachayeko. Je le trouve très intéressant de point de vue des thèmes qui y sont abordés et de la diversité des intervenants. Et je salue également tous les auditeurs qui écoutent le podcast. Ben, je suis sûre que c'est apprécié aussi ta présence. En tout cas, je l'apprécie beaucoup et je te remercie de consacrer du temps et cette conversation pour parler en fait de quelque chose qui nous tient à cœur, l'identité. Et justement, la citation que je viens tout juste de citer, elle est de toi, Coralie, et plus précisément de ta recherche en tant que psychologue clinicienne sur la notion d'identité. Nous avions eu le temps d'en discuter avant aujourd'hui et il paraissait certain que cette notion, aussi floue soit-elle, imposait des normes qui malheureusement, telles entendues lors des précédents épisodes du podcast d'ailleurs, limitaient l'accès au statut de Guadeloupéen, Martiniquais, Réunionnais et j'en passe. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Coralie, dis-moi, qui es-tu ? Avec plaisir. Alors, je m'appelle Coralie Delumeau, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute et je suis originaire également de la Guadeloupe. Et je vis en France depuis maintenant 12 ans. Je dois dire que le temps passe très très vite. Alors, en ce qui concerne ma formation, je l'ai faite à l'Université Paris-Nord, où j'ai eu un master professionnel en psychologie clinique et psychopathologie, dans une faculté plutôt d'obédience psychanalytique. Et en plus, à côté de cela, j'ai eu une spécialisation en clinique interculturelle et transculturelle. Donc, ce sont des cliniques qui permettent l'articulation de la psychologie et de la culture. Et ces cliniques partent du postulat que d'une universalité du psychisme humain et que finalement la culture viendrait apporter des spécificités de par les différentes logiques culturelles. Et il faut dire que ces disciplines, voilà, l'interculturel et le transculturel, sont au carrefour de plusieurs autres, telles que l'anthropologie, la psychanalyse que j'ai citée tout à l'heure, la psychiatrie, la psychologie et aussi la linguistique. Et effectivement, on y aborde différents thèmes, tels que la migration, grandir en situation transculturelle, les adoptions internationales et bien d'autres thèmes. Et bien entendu, je mets toujours des guillemets, sans pour autant essentialiser le patient par sa culture. À côté de cela également, je travaille en tant que psychologue dans un centre municipal de santé à destination d'adolescents et de jeunes adultes pour rendre accessible dans un premier temps la santé mentale et de les accompagner sur diverses problématiques qu'ils rencontreraient. Et en même temps, je suis dans le lancement de mon cabinet Psy et Culture pour un accompagnement en libéral. Waouh, c'est vrai, c'est tellement de projets. Et en même temps, c'est marrant puisque ce que tu viens de citer sur justement l'adoption, la migration, c'est aussi des sujets qu'on a pu aborder. Donc, je trouve ça assez pertinent de voir que ce sont aussi des thèmes qui touchent à ce que tu fais et que ton projet, d'ailleurs, accessibilité à la santé mentale, il faut qu'on en parle. Je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Exactement. Peut-être c'est le mythe ou peut-être que c'est la réalité, tu me diras. Mais c'est vrai que l'accès à la santé mentale ou le questionnement autour de la santé mentale n'est pas quelque chose que l'on fait, nous, aux Antilles. En tout cas, Antillais ou Domiens et Domiennes, ce n'est pas quelque chose dont on se préoccupe, ou on a le luxe de pouvoir se préoccuper. Je ne sais pas. C'est vraiment très important. Après, je pense que c'est, comme tu l'as dit, une question de hiérarchie. Certainement, beaucoup de personnes se disent que c'est pour les Occidentaux, pour les Européens, ce genre de questions. Après, comme on l'a dit, c'est vraiment une question de hiérarchie. Et quand on est trop occupé sur des questions sociales, sur des questions politiques, bien entendu, la santé mentale vient toujours en arrière-plan. Mais heureusement, je me dis qu'avec toute la promotion qui se fait autour de la santé mentale, les choses bougent et les choses avancent et on reconnaît enfin que nous avons un esprit et que cet esprit, il faut en prendre soin. Tout à fait.
Je vois beaucoup plus de Guadeloupéennes, petit Voilà. aparté, en tout cas de femmes qui sont psychologues ou psychiatres, Pédopsychiatre, la pédopsychiatrie. pédopsychiatres. Oui, et je trouve que je vois beaucoup plus de femmes. Alors, je sais pas si toujours les femmes dans les premiers champs de bataille. Enfin bon, on s'éloigne. Ça me permet en tout cas de me lancer sur cette première question, puisqu'en effet, étant donné que ton travail et ton projet sur le long terme touche à beaucoup de notions, revient toujours la question de l'identité finalement, puisque quand on parle de l'esprit, on parle des individus, on parle de leur identité. Et ce moi qu'ils peuvent avoir de très conflictuel, donc avec eux-mêmes, avec les autres, mais ça revient toujours à comment l'identité est perçue et comment on se voit au travers de cette identité. Et pour toi, finalement, qu'est-ce que l'identité ? Alors, donc avant ça, je vais parler de façon un peu plus personnelle et vraiment à cœur ouvert. Donc, c'est vrai que dans tout mon parcours universitaire, ces questions m'ont vraiment, c'est vraiment des questions qui ont été vraiment importantes pour moi. Et elles ont un intérêt, pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, ma formation était inexistante en Guadeloupe. Jusque-là, apparemment, les choses commencent à bouger. Donc, c'est une formation qui n'existe pas initialement en Guadeloupe. Et donc, je suis arrivée en France dans le cadre de la continuité territoriale. Et par le biais de mes études, j'ai bien entendu parler du BIMIDOM par le biais d'une mémoire d'une camarade. Et cette expérience migratoire m'a fait me rendre compte de l'importance de pouvoir se définir. Parce qu'auquel cas, si ce n'est pas moi qui le fais, c'est les autres qui auraient tendance à le faire. Et pour moi, finalement, c'est comme ça. Et effectivement, j'ai été confrontée à mon identité d'étudiante, mon identité de femme, mon identité de femme noire, mon identité effectivement d'enfants qui quittent le nid, si on peut dire les choses ainsi. Donc finalement, il y avait toute une réorganisation qui se mettait en place à ce moment-là. Et aussi, j'ai eu ce sentiment d'être une espèce d'ambassadrice pour mon peuple, d'avoir une représentativité pour aller au-delà de certains préjugés. Voilà, parce que de ce qu'on pouvait entendre au niveau de la ponctualité des Antillais, au niveau effectivement de leur hédonisme, et que finalement on avait l'impression qu'on était à la limite, c'était notre sport national et qu'on n'était que ça. De plus, si je dois ajouter quelque chose, c'est que cette identité, mon identité en tout cas, était mise à l'épreuve vis-à-vis de personnes qui étaient différentes de moi. Et bien que ce soit, pour moi, je suis tout à fait au fait de cela et je pense qu'avec du recul, c'était une richesse et que cela m'a permis de m'aiguiser et de pouvoir asseoir qui je suis et qui je veux être, surtout. Donc ça, c'est vraiment pour ma présentation. Et si je dois expliquer l'identité selon moi, pour moi, ce serait un ensemble d'informations permettant de reconnaître et de différencier un individu. Et il est symbolisé, en tout cas cette notion est symbolisée par le célèbre « qui suis-je » et elle n'a jamais été aussi sollicitée à notre époque, alors que justement, on est vraiment tous dans cette quête d'identité, de savoir qui on est, de connaître aussi nos origines. Et en pensant à la notion d'identité, je pense forcément à la définition de Carmel Camilleri, qui est un sociologue, si je ne me trompe pas, qui a travaillé sur les questions de biculturation contrariée et de stratégie identitaire, qui sont des mécanismes de redéfinition de soi. Et finalement, Camilleri, son postulat concernant l'identité, c'est de dire que je suis toujours le même au travers du changement. Et je t'avoue que dès que j'avais entendu cette définition-là, je l'ai trouvée tellement belle que je pourrais la redire à l'infini. Pour définir enfin l'identité, il faut préciser qu'il s'agit d'un processus et non d'un état. C'est-à-dire que finalement, on intègre de l'ancien dans de l'existant, de l'ancien dans du nouveau. Et pour certaines personnes, ça ne sera pas forcément aisé de travailler sur cette question d'identité parce qu'il peut y avoir aussi des chocs. Et finalement, accepter du nouveau peut être très destructeur pour une personne. Et aussi, sur cette redéfinition de nous-mêmes, on va mettre en place des stratégies, comme je le disais tout à l'heure, des stratégies identitaires. Soit effectivement, on va partir du côté de l'assimilation, de l'intégration, ou encore du repli sur soi. Et on remarque que certaines personnes, finalement, qui ont du mal avec cette réorganisation, cette négociation de l'identité
peut être vécue comme étant violente. Donc effectivement, il faut avoir un certain bagage pour pouvoir faire face à tout cela. Et bien, finalement, ces personnes-là vont opter pour des choses qui leur permettent justement pour garder le moi intact ou suffisamment intact. Ma question et ta réponse ont donné lieu à plusieurs questions. Déjà, je voulais aussi souligner le fait, ou en tout cas, du coup, j'ai tendance à dire j'ai une question et puis après c'est un commentaire. Mais dans ce cas-là, quand tu dis, il y a quelque chose qui était très pertinent quand tu as dit ma position, quand tu parlais de ton expérience personnelle et que tu avais donc ta position de femme noire, ambassadrice aussi de la Guadeloupe. Quelque part, en fait, il y a énormément de représentations et de clichés qui viennent avec la perception de ton identité. Et ce qui est vraiment difficile dans la question de qui suis-je, qui est en fait une question qu'on se pose, je pense, du moment qu'on pense, finalement, du moment qu'on peut se représenter comme être pensant, la question de qui suis-je est vraiment dure. C'est qu'une identité est toujours faite de clichés, de stéréotypes avant même d'être le processus initial d'un individu. Dans le sens où une identité, avant même de comprendre qui je suis, quand je vais vouloir me rattacher à cette identité, je vais devoir d'abord me rattacher à des stéréotypes. Et en même temps, je suis toujours le même au travers du changement, c'est ça qu'il dit? Oui. C'est ça. C'est super beau, mais je me demande si en pratique, comment on peut, parce que c'est dur d'être toujours le même au travers du changement, parce que justement l'identité est un processus. Je sais pas si. Mais c'est-à-dire que, ouais, non, je vois bien ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est vraiment tous les ajouts qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'on a toujours cette impression de perte. Et c'est un petit peu de la même chose concernant notre culture. C'est parce qu'on voit pas les choses. C'est-à-dire que à partir du moment où on définit les choses, on a l'impression de les figer. Et c'est vraiment ce qui concerne l'identité. On a du mal finalement à donner à l'autre finalement quelque chose qui nous appartiendrait, parce que dès lors qu'on le lui donne, ça nous échappe. Et c'est vraiment ce qui est difficile. C'est comme par exemple, j'entends plein de personnes qui peuvent dire je vais retourner au pays, quel qu'elle soit, mais le pays a changé, il est plus pareil. Comme si effectivement il y avait un arrêt sur image pour les gens qui sont au pays, et que pour nous effectivement on avait changé de point de vue, et que pour eux effectivement il y avait cet arrêt sur image. Mais parce qu'on est vraiment dans la menace vraiment du changement. Et finalement c'est quelque chose qui peut être vécu difficilement, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'a pas changé, qu'on n'a pas mûri, mais que l'identité qui est au fond de nous-mêmes, notre moi profond, reste toujours le même. On peut rester effectivement fidèle à soi-même, même si on a changé de point de vue. Et pour finir sur la question des clichés et des stéréotypes, finalement, on est aussi dans un environnement, et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que on se construit premièrement en s'identifiant aux autres, et en se distinguant des autres. Donc, ce sont vraiment les deux facettes sur lesquelles on se construit. Et des fois, je me suis rendu compte que pour certains patients, on était attaché aussi à certains stéréotypes. Même si d'un côté, on les combat, mais d'un autre côté, on est bizarrement attaché à ceux-là, parce que finalement, on les a toujours connus. Faut pas le prendre de façon fataliste, c'est comme ça. Ouais. C'est comme par exemple, on débattait sur la question de la sadisation du corps féminin noir ou du corps féminin antillais, sur les femmes qui sont adulées entre guillemets pour leur corps. Et finalement, c'est quelque chose qui peut être très réducteur, et ça, on est d'accord là-dessus. Mais d'un autre côté, on a peur finalement de perdre à la limite les privilèges que pourrait donner ce genre de stéréotypes, et à s'en séparer. Donc finalement, on avance avec une certaine ambivalence concernant ce sujet. Alors ce que tu disais justement précédemment sur la peur du changement et sur la peur en fait de cette identité figée, qui en fait qu'on voudrait rester figée plutôt, je me demande si c'est pas juste une stratégie identitaire, une stratégie en fait de la préservation d'une identité connue justement sous des stéréotypes, sous en fait des anecdotes et sous des vérités générales, comme le fait que en effet, la phrase je reviens au pays, mais c'est plus la même chose, ça a changé. Et en fait, c'est assez intéressant parce que
j'ai avec n'importe qui et moi-même. Bien évidemment, c'est tout à fait humain de constater le changement et d'en avoir peur. Et c'est vrai que quand je rentre en Guadeloupe avec mes proches ou moi-même, je peux me dire ah mais j'apprécie pas forcément ce qui se passe parce que c'est plus la même chose, je me ressens plus la même chose. Et petite question, est-ce que cette peur du changement, en tout cas pour les personnes, finalement les personnes des anciennes colonies esclavagistes, est-ce que pour nous le changement ne serait pas beaucoup trop rapide dans le sens où même l'existence de notre identité étant jeune, l'existence en fait de ces stéréotypes étant plutôt jeune ou plutôt moderne, contemporaine, j'ai envie de dire, est-ce qu'en fait finalement on n'arrive pas à évoluer en même temps que voudrait l'évolution de notre propre moi en fait. C'est-à-dire que moi en tant que Guadeloupéenne, peut-être la raison pour laquelle je suis très souvent vue comme pas guadeloupéenne, c'est le fait que je rentre pas dans ces carcans, je ne rentre pas dans ces stéréotypes, ni de ce qu'on voudrait qu'une Guadeloupéenne soit. Et très souvent, quand je pose la question, mais pourquoi, on me dit, c'est à cause de tes tatous, c'est la façon dont tu t'exprimes, c'est la façon dont tu parles qui ne colle pas avec ce qu'on attendrait ou ce qu'on voudrait que tu sois en Guadeloupe. C'est ça qui, pour moi, est vraiment dur, c'est de me rendre compte que je veux évoluer, mais ne pas perdre mon identité de Guadeloupéenne que l'autre, finalement, me retire très facilement, en fait. Et je me demande si c'est pas parce qu'on est plutôt un jeune peuple et que la perte en fait de ces repères, je sais pas. Mais moi je me dis que je mettrais vraiment en travaillant sur cette notion d'identité, je la mets pas au même niveau, mais je me dis qu'il y a quand même des similitudes entre l'identité et la notion de culture. Où effectivement, je rappelle que ce sont des concepts qui sont très complexes. Donc, premièrement, c'est très complexe. Deuxièmement, ce sont des concepts qui sont également dynamiques, c'est-à-dire qu'ils sont voués à changer. Et ce que tu as dit est vraiment très important. C'est vrai que c'est une identité qui est jeune, c'est-à-dire qu'on a une construction qui est jeune, mais j'irais même jusqu'à dire que pour qu'une culture soit vivante et reste vivante, il faut justement qu'elle puisse pouvoir bouger. Il faut qu'elle puisse s'adapter. Il faut qu'elle puisse être influencée. Ça, c'est indéniable. Parce que maintenant, avec ce qu'on appelle la mondialisation, qui à la fois peut faire peur et à la fois peut servir également, où il y a un abaissement des frontières, où effectivement tout va beaucoup plus vite, t'imagines qu'effectivement qu'il faut pouvoir s'adapter. Et ce qui est très important, c'est que aussi on est un peuple et plusieurs peuples à la fois. Et ce sont des peuples finalement qui sont ouverts sur le monde parce qu'ils ont des origines dans le monde entier. Je me dis que c'est vrai que cette préservation qui participe aussi à notre nostalgie, qui fait de nous aussi des gardiens finalement de cette identité qu'on veut garder parce qu'on la chérit, parce qu'effectivement on a grandi avec, on a été biberonné, parce que finalement il y a quelque chose de très affectif vis-à-vis de cette notion et de cette Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de tous ces pays qu'on aime et qu'on chérit. Donc, c'est normal qu'il y ait cette peur qui soit là, mais je me dis que de toute façon, elles sont vouées à changer parce que finalement, c'est le processus normal en fait de toute culture et de toute identité. Ça me rappelle exactement ce qui a pu être dit aux États-Unis quand les mouvements en fait que ce soit afro-descendants ou afro-américains, qui voulaient finalement qu'on reconnaisse qu'être noir aux États-Unis ne signifie pas une seule chose, et que la culture afro-américaine est aussi différente qu'est l'identité des personnes qui habitent en fait cette culture. Et je pense que en Guadeloupe, par exemple, c'est ce qui est en train de se passer. On voit une Guadeloupe différente parce qu'on a tous finalement un parcours de vie plutôt similaire dans le sens où la mise en esclavage des Africains, les travailleurs engagés par la suite, il y a en fait ce cycle de violence qui s'est répété en fait pendant des années, même durant les années 60-70 avec les mouvements décoloniaux, pardon. Il y a toujours eu en fait ce cycle de violence et en fait on s'est rendu compte qu'on avait à peu près, on était tous un peu dans la même merde, j'ai envie de dire. On était vraiment tous exactement, enfin on était tous au même pied, c'est-à-dire on était des individus déracinés qui essayaient et qui essayent toujours à l'heure actuelle en fait de trouver un socle commun pour tout le monde.
encore une fois, dans cette histoire de peur de l'identité, c'est la peur que ce socle si fin et si finalement fragile en fait puisse se détruire. C'est peut-être finalement ce que tu as appelé l'identité fragilisée. Exactement. Bien entendu. Et moi, je dirais même que cette identité, elle est forte, au contraire, parce que même si c'est vrai qu'on distingue, je dirais ça, on distingue vraiment des pans de fragilité, et c'est tout à fait normal au vu effectivement de l'histoire. Mais je le dis quand même avec toute la résilience qu'il y a eu, avec tous les acteurs en tout cas qui ont participé à l'établissement de cette société, il fallait le faire et c'était pas gagné. Et finalement, je pense que on a réussi à construire quelque chose. Donc, ouais, c'était ce que je voulais rajouter. Je vais rebondir un petit peu sur ta citation, en tout cas ce que tu évoquais comme étant une identité fragilisée. Je ne sais pas si tu pourrais expliquer ce que tu entendais par là. Qu'est-ce que pour toi signifiait l'identité fragilisée et comment en fait pour toi le groupe militant peut restaurer cette identité. Donc c'est 2 questions finalement. Oui. Alors, pour répondre à ta question, je pense qu'il est bon de contextualiser rapidement pourquoi j'avais écrit ce concept-là, enfin qui n'est pas forcément de moi, mais c'était par rapport à toutes mes recherches. C'est-à-dire que je travaillais sur un module femmes dynamiques emploi dans une maison des femmes. Donc c'est une maison militante féministe. Et sur cet atelier-là, qui était composé d'une dizaine de femmes en déliaison et en rupture de vie, donc c'était des divorces, c'était des pertes d'emploi, c'était des violences conjugales, enfin plein de ruptures de vie, on dira les choses comme ça. Et la particularité dans cet espace était la non-mixité dans un temps et un espace donné. Ouais. Et aussi comme spécificité le travail en groupe et la question du décloisonnement des espaces. C'est-à-dire que dans cette structure, c'était comme un loft. Il y avait pas de mur, il y avait vraiment rien qui permettait, qui faisait obstacle. Pourquoi identité fragilisée? Parce que toutes ces femmes qui n'avaient aucun point commun, ne serait-ce que culturel ou justement ne serait-ce que socio-professionnel, n'avaient rien en commun, si on peut dire les choses, d'autre qu'être femme et aussi avoir subi des ruptures de vie. Et elle s'inscrivait dans un discours de dévalorisation. Elle était vraiment à la limite, je pourrais le dire, la haine de soi, où effectivement, quand on devait travailler sur la question du CV, pour elle même qui avait fait, parce qu'il y avait un reporter de guerre, il y avait vraiment un architecte, enfin des femmes qui avaient quand même des carrières pour certaines, et même ces femmes-là se disaient mais j'ai rien fait de ma vie. Alors bien entendu, c'est parce qu'à ce moment-là, elles ne se définissaient pas par rapport à leur emploi, mais elles se définissaient par rapport à ce que leur agresseur leur avait fait subir. C'est-à-dire que tu n'es rien, tu ne vaux rien, je te remplace quand je veux. Et finalement, elles avaient intégré ce genre de discours très très violent. Je faisais bien la différence entre le fait que ces femmes avaient été impactées dans leur parcours, mais qu'elles n'étaient pas des personnes fragiles, parce que le terme pouvait porter à confusion. C'est l'identité qui avait été fragilisée. Et l'idée, c'est que je me suis posé la question sur l'intérêt finalement de la structure militante. Et pourquoi ces femmes, a priori, comme je le disais tout à l'heure, qui étaient très différentes, convergeaient dans ce lieu et mettaient en commun ce qu'elles avaient de plus intime. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une demande qui était latente. C'était ce besoin de reconnaissance, ce besoin de dire effectivement je souffre et je n'en peux plus. C'est ce que le groupe a pu apporter, et en tout cas cet entre-soi à ce moment donné, ça a permis justement à ces femmes-là d'entendre de la part de d'autres personnes en tout cas qui représentaient la structure militante, que votre voix est portée sur la scène politique. Votre voix, elle est portée sur la scène sociale, parce que affaiblies par ce qu'elles avaient vécu, elles n'avaient pas la possibilité de se dire. Et effectivement, par le biais de ce groupe où on travaillait finalement sur l'insertion, et aussi par le biais de la structure de façon beaucoup plus globale qui travaillait à porter leur voix au niveau social, ces femmes ont pu justement se sentir écoutées. Et le fait que le groupe, ou en tout cas le groupe militant, serve de porte-voix à ces femmes-là, permet justement qu'elles puissent renouer dans le plaisir d'exister et dans le plaisir de se définir comme étant elles-mêmes, tout simplement.
à ce moment-là et dans le groupe, elles pouvaient dire leur souffrance. Et ce groupe les protégeait aussi. On remarquait finalement la protection du groupe et le soutien et l'étayage finalement du groupe et le fait de pouvoir entre guillemets alléger leur souffrance. Et ça m'a fait penser aussi par la suite au mouvement NAPI. On regarde effectivement que les mécanismes sont un peu les mêmes et que finalement le groupe militant vient prendre une partie qui est fragilisée, injuriée, pour lequel on a un désamour, et justement à partir de là va s'opérer une tentative de réappropriation. Donc c'est-à-dire que le corps lui-même devient politique, un objet politique, un objet qui est mis en avant, mais aussi on avait le mouvement Black is Beautiful, une question de renversement pour contrer les préjugés, pour contrer le stéréotype et pour montrer que ce que la société a considéré comme étant faible, comme étant pas beau, comme étant insignifiant, qu'à partir du moment où que cette parole est portée et que cette parole est maintenue au devant d'une société qui n'est pas forcément en amour, même si on n'a pas besoin de l'amour de la société pour pouvoir exister, à partir de ce moment-là, il peut commencer à s'activer justement ce processus de réappropriation et de réparation. Et dans le contexte, par exemple, étant donné qu'on est toutes les deux guadeloupéennes, qu'est-ce que tu penses des groupes militants, que ce soit décoloniaux, des groupes féministes décoloniaux, puisqu'on en voit de plus en plus maintenant, par exemple des mouvements aussi pour en fait avoir accès à l'eau, enfin tous ces mouvements militants écologistes, territoriaux, féministes, décoloniaux, politisés en fait. Et qu'est-ce que tu vois de ça en Guadeloupe? Mais moi, je pense aussi que finalement, je me dis qu'on est quand même des départements extraterritoriaux. Mm-hmm. Et le truc, c'est qu'il y avait une politique métropolitaine. Enfin, c'est-à-dire, c'est comme si on voulait nous habiller avec un vêtement qui n'était pas notre taille. Ouais. Voilà, pour dire les choses comme ça. Et l'idée, c'est que finalement, de faire entendre la voix, de porter la voix, ça vient dire effectivement, oui, d'accord, on est français, mais aussi on a une spécificité. Et entendez notre voix finalement parce qu'on existe. Et ça, c'est vraiment très important. Et ça a été incarné par certaines figures qui se sont levées. Il y a toujours des leaders, effectivement, dans les mouvements de groupe, qui justement portent la voix. Et on remarque effectivement que d'autres personnes se lèvent à leur tour. Parce que aussi, on avait intégré aussi qu'on devait rester à notre place. Quand tu entendais, estime-toi heureux. Enfin, vous avez des écoles, vous avez des routes. Vous avez une carte d'identité française. Voilà, estimez-vous heureux. Ouais. Et que l'idée, c'est que là, finalement, on vient poser quelque chose. Et là, je pense que pour moi, ce sont vraiment des mouvements qui sont importants. C'est-à-dire que je suis bien consciente que tout le monde ne pourra pas l'incarner, mais que heureusement que ces mouvements existent pour que les choses puissent avancer. Dans les épisodes que j'ai pu avoir avec mes autres intervenantes, on remarque à chaque fois que la réappropriation de l'identité ou le questionnement de l'identité part toujours d'un constat individuel. D'individu à individu, on va se poser des questions. Et c'est peut-être, quand tu dis qu'on a essayé de nous forcer à mettre un vêtement qui n'était pas à notre taille, dans la continuité de cette métaphore, c'est vraiment nous dire en fait, il est bon le vêtement, même s'il n'est pas à ta taille, il est bon. On va toujours nous rassurer que malgré que ce vêtement ne nous aille pas, qu'il nous fera du bien sur le long terme, ou qu'on verra que si on prend des kilos ou on en perd, on pourra rentrer dans ce vêtement. Comment l'assimilation française en fait, toujours vu, puisque le terme de créole a été dans les premiers temps dégagé en fait de la langue française pour bien faire l'aparté entre français de France et créole des colonies. On a attendu, je pense, très longtemps. On a beaucoup aimé cette mère patrie, cette France, la mère patrie. Et je pense que dans la désillusion d'individus, en fait, ces groupes aussi militants se sont retrouvés et avec eux, l'identité. Et comment, en fait, l'identité ne peut pas être perçue par quelqu'un qui, depuis toujours, nous méconnaît, en fait, nous négationne. C'est ça, exactement.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Et comme tu disais que c'était vraiment la prise de conscience d'une personne qui parlait avec une autre personne, et cela permet à des personnes isolées de communiquer entre elles et de sortir de leur solitude, en entendant Mhm. finalement que l'autre vit et constate la même chose que moi. Donc finalement, euh, on est désormais plus seul, tout simplement. Et je pense que c'est de là que vient la force. Je pense que c'est de Tout là à que, fait. et je pense il faut le souligner effectivement. Mais c'est vraiment ce que m'a montré depuis le début de cette saison. De m'adresser en fait à des personnes oubliées des discours ou exclues des discours, en fait, comment l'identité, elle n'est perçue et modérée, parce que finalement c'est de la modération, comment en fait quand elle est modérée par les autres, énormément d'individus sont laissés pour compte et ne sont pas inclus dans cette identité. Et ce qui est vraiment dur, c'est que avec notre histoire, comment il est difficile lorsqu'on n'est pas inclus dans ce discours, alors même qu'il a pour vocation être créole, selon moi, a vocation à être inclusif. On est créole veut tellement tout et rien dire qu'on est voué à être inclusif. Mais le Mmh, fait d'avoir été toujours négationné dans notre identité propre nous a mis en mmh, fait sur le fait que pour nous conserver ou pour essayer de conserver mmh, cette mmh, partie qu'on arrivait à appréhender de nous-mêmes, c'est de mettre des barrières, c'est de dire en fait qui est guadeloupéen ou qui ne l'est pas. Dans tout ce questionnement, dans toutes ces expériences en fait, parce que ce soit avec les intervenantes ou les gens pour qui j'ai des retours, quand on n'a pas un accès à notre identité et quand cet accès est modéré par les autres, la question de qui suis-je, ouais, elle devient caduque. c'est c'est l'ouverture sur les traumas, quoi. Genre déjà on sait pas qui on est, on sait pas d'où on vient, on a du Ouais. mal à retracer nos origines. Mais alors à l'heure actuelle, quoi, genre se dire qui suis-je, je pense que c'est la question qu'on se pose en tant Mmh, qu'antillais, mmh, en mmh. tant que domien et domienne. Mais Ouais, c'est vraiment dur et enfin, c'est même violent en fait ouais, finalement. C'est violent tout simplement parce que, comme tu le dis, à partir de cet instant-là, ton identité, c'est l'autre en fait qui la détient. Et il n'y a pas pire sentiment qui puisse exister. Mhm. C'est comme par exemple, pour le parallèle que je faisais, surtout en consultation, c'était que quelqu'un qui me dit, écoutez, madame, on m'a dit, j'ai eu le diagnostic, je suis dépressif. Ou quand j'avais 14 ans, j'avais volé quelque chose, je suis un voleur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un acte qui a été fait dans le passé, à partir du moment où il y a un diagnostic qui a été Mhm. posé, Mhm. nous ne sommes vus qu'au travers de ce Ouais. diagnostic ou de cet acte qui a été posé à un certain moment. Euh, ah, tu te rappelles de un tel, c'est cette personne-là qui avait fait telle chose. Et finalement, la personne est vue que par ce biais-là. Et c'est extrêmement violent, d'autant plus que à partir du moment où on a d'autres choses à apporter, il y a aussi une espèce de décrédibilisation qui va aussi prendre place. Ah, c'est elle qui vient me faire un commentaire alors qu'elle-même était. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis que heureusement finalement, avec la question, c'est-à-dire que on trouvera toujours des points négatifs finalement dans les nouvelles technologies, dans les avancées technologiques, pardon. Mais il faut dire effectivement que le fait d'ouvrir la voie, le fait de dire je suis telle personne, c'est important justement que l'autre puisse l'entendre. Même s'il va essayer de faire ce qu'il Mhm. voudrait pour pouvoir le contrer, crois-moi effectivement que à partir du moment où on arrive à assumer qui on est, même si les autres ils rigolent, même si dans l'arène on voit que finalement ils ne sont pas forcément contents, à partir du moment où le je suis est posé, ça ébranle. De toute façon, ça ébranle. C'est peut-être quelque chose qu'on faisait pas non plus. Parce Mm, que qu'on parle de nous, qu'on parle de d'antillais, de encore une fois en fait d'insulaires, de population insulaire, on parle toujours de ce qu'on n'est pas ou de ce qu'on ne sait pas. mm, exactement. C'est-à-dire que on sait qu'on n'est pas en fait français. On sait qu'on n'est pas ceci, on sait pas d'où on vient. En fait, il y a beaucoup de négatifs. Et quand tu dis en fait affirmer, c'est les affirmations positives de soi aussi. C'est peut-être vers là qu'on devrait aller. Et dans ce cas-là,
l'acceptation que le Guadeloupéen soit aussi multiple qu'il y a d'individus dans la communauté guadeloupéenne permettra en fait à ce qu'on puisse avancer ensemble. Parce que c'est vrai, la Guadeloupe change d'un point de vue territorial. On a de plus en plus d'accès à certains parties de la Guadeloupe. On voit de plus en plus de points culturels être combattus en fait par l'autre extérieur qui ne s'identifie pas à notre communauté. Donc il y a plein de points comme cela qui sont vraiment difficiles et ça me donne envie de poser cette question, ou du moins j'en ai encore deux finalement. C'est d'une part avec le questionnement de l'identité, le questionnement de la notion d'identité. Qu'est-ce que tu espères accomplir? Qu'est-ce que tu pourrais espérer voir se faire en fait pour nous? Et deuxièmement, pour le groupe militant, quand tu parles justement de réappropriation ou renversement des stéréotypes, est-ce que tu penses que de plus en plus qu'on va réussir, par exemple là, en tant que militante féministe décoloniale, est-ce que tu penses que de plus en plus qu'il y a de militants qui s'approprient la réalité des sociétés insulaires, le plus qu'on va pouvoir en fait se réapproprier une identité, mais qu'elle soit plus inclusive? Alors ça fait deux questions, je sais pas si... Alors, pour répondre à la question, je vais lire une citation, si tu me le permets. Oui, bien sûr. Alors, il s'agit d'une citation d'Amine Malouf. Il s'agit d'une citation d'Amine Malouf dans Les Identités meurtrières, qui dit « C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance, et c'est notre regard aussi qui peut les libérer. » Quand j'ai lu cet ouvrage, j'ai été transportée. Voilà, parce que finalement, c'est un auteur franco-libanais, si je ne me trompe pas. Et la problématique qu'il commence effectivement dans son ouvrage, c'est que tout le monde lui demandait « Mais dis-moi, tu es français ou libanais ?» Et lui de répondre qu'il est les deux, qu'il est français et libanais. Et qu'il y avait encore cette question qui revenait en disant « D'accord, j'entends bien, mais concrètement, tu te sens plutôt français ou plutôt libanais ?» Et finalement, il nous amène sur une question qui est absurde, sur cette identité, sur cette obligation finalement de choisir finalement qui on est. À la limite, cette obligation de se morceler en fonction de qui on a devant soi. Et il faut aussi prendre en compte qu'on a une multiplicité d'appartenances. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut ne pas forcément se ressembler, mais être d'accord sur le fait qu'on est toutes les deux guadeloupéennes et qu'on s'entende très très bien. Et ça, il n'y a aucun souci sur la chose. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, être guadeloupéen, c'est au-delà même du phénotype. Parce que le phénotype aussi, lui, est porteur finalement d'une certaine identité. Parce qu'il est porteur aussi d'une certaine histoire. Oui, tout à fait. Et finalement, et je trouve que cette multiplicité d'appartenance, il faut pouvoir l'embrasser pleinement. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a à choisir? Bien entendu, en fonction de nos interlocuteurs, on choisira de dire certaines choses. Mais ça encore, notre liberté de pouvoir le faire. Mais en tout cas, vraiment, je vous conseille vraiment l'ouvrage d'Amine Malouf et de se dire finalement que le changement, bien entendu, il vient aussi peut-être de ces groupes militants qui font un travail exceptionnel et aussi ton travail qui est exceptionnel parce qu'effectivement, ils portent la voix. Et aussi, il faut pouvoir se dire que le changement vient aussi de moi. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'autre qui doit changer, mais c'est aussi moi qui dois changer, si effectivement le changement est pertinent. Et à partir de ce moment-là, on n'attendra plus effectivement sur les autres, parce que celui aussi qui est leader, celui aussi qui est porte-voix, peut s'essouffler. Il peut aussi se fatiguer si finalement la charge de travail n'est que sur lui. Et ça, il faut l'entendre. Et pour finir, qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Mais vraiment, moi, je me suis toujours dit que si je partais, c'était pour mieux revenir, entre guillemets, et surtout pouvoir contribuer. Et vraiment pouvoir contribuer au niveau, finalement, de la santé mentale, à côté, finalement, de mes collègues qui le font excessivement bien. Mais en tout cas, ce que j'ai envie d'accomplir, c'est de pouvoir porter tous ces questionnements-là au niveau de la recherche universitaire, qui est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et de pouvoir aussi, si effectivement c'est mon rôle d'être une ambassadrice, écoute, d'être une ambassadrice pour mon peuple, pour l'endroit où j'ai grandi.
Parce qu'en plus, être ambassadrice pour les Antilles et en même temps être psychologue clinicienne et alors tu avais dit psychiatre, pardon, c'était ça? Psychologue clinicienne, psychothérapeute. Les termes, ils sont toujours... enfin, du coup, en tant que en tant que psychologue clinicienne et psychothérapeute, c'est vrai que tu deviens l'ambassadrice en fait de l'accessibilité aussi à la santé mentale et comment en fait avoir accès à son identité, c'est aussi avoir accès à un état mental. J'ai envie de dire comment je pourrais dire ça, comment je pourrais le dire, mais avoir une bonne santé mentale en fait. Et oui, de façon parce que c'est pas évident lorsqu'on justement on fait partie de les ramifications coloniales, les ramifications esclavagistes, elles sont présentes. Et quand on parle d'identité, on parle souvent de ces deux choses, puisqu'elles nous définissent. Mais l'accès à la santé mentale et sur les questions identitaires, en fait, vont de soi, puisqu'en fait, on a des stratégies identitaires, justement, pour être résilient, pour continuer à survivre dans nos réalités. Et peut-être que la première chose qu'on pourrait faire, en effet, c'est juste dire je suis guadeloupéenne. Exactement. Et pas attendre que l'autre soit d'accord avec nous ou pas. Voilà, je suis. C'est vraiment la question. Je suis. Tout à fait. Voilà. Tout à Mais fait. en tout cas aussi, comme tu le disais, c'est vraiment, je suis contente. Et aussi de pouvoir rajouter qu'on n'est vraiment pas des êtres morcelés. Enfin, c'est-à-dire que quand on parle, malheureusement, on parle de santé mentale, on fait vraiment la différence, mais c'est la santé avant tout, et que nous sommes des êtres corps, âme, esprit, et que finalement on ne doit pas se vivre de façon morcelée, mais pleinement. Ouais, tout à fait. Et malheureusement, on en vient à la fin de cet épisode. Alors, je ne sais pas si éventuellement tu as un petit mot de fin, un petit commentaire ou quelque chose que tu n'as pas pu adresser ou que tu n'as pas eu le temps d'adresser durant notre échange et que tu voudrais bien pouvoir dire maintenant, en fait. En tout cas, je te remercie vraiment pour cette possibilité justement de porter la voix aussi. Si je dois dire quelque chose en guise de conclusion, c'est vraiment que j'ai vraiment la foi en fait. J'ai vraiment foi en ce changement pas pour remplacer ou pas parce que on va pas critiquer ceux qui étaient avant nous parce que je me dis que finalement ils ont fait comme ils ont pu et que finalement charge à nous de pouvoir prendre ce relais, ne pas leur enlever des mains en tout cas, mais de toujours garder cette harmonie en tout cas générationnelle et de pouvoir toujours être créateur et être toujours finalement dans cette créativité et de porter justement la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, les DOM et tous ces pays en général. Vraiment j'ai foi finalement en cette construction et cette réappropriation de l'identité. En tout cas, de très beaux mots de fin pour cet épisode. Je tiens encore à te remercier énormément pour ta présence. J'ai trouvé ça très apaisant de t'avoir et de t'écouter et que nous ayons pu échanger sur en fait cette question difficile. Et j'espère en tout cas qu'on pourra se reparler ou qu'on pourra échanger à nouveau. J'ai hâte de voir aussi ton projet quand il va pouvoir se monter et surtout du moment que tu rentres en Guadeloupe ou que tu écris ou que tu en fait exprime ou porte tes sujets notamment sur les femmes, puisque c'est aussi ton domaine de recherche, des femmes, les enfants et l'identité, donc finalement sur ton peuple. Je voudrais bien lire, si tu me le permets. Avec plaisir, avec plaisir. Dans ce cas-là, je te dis à très bientôt. Je te souhaite une très bonne soirée. À bientôt, Mélisse. Oui, merci beaucoup à toi aussi. Oui, et on se dit à très bientôt. À bientôt. Bonne continuation. Merci, pareillement. C'était Femme Kachayeko. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook ou me contacter à femmekachayeko@gmail.com. Et petite nouvelle, le podcast a désormais un site web. Vous pouvez me retrouver donc sur femmekachayeko.com.
Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez surtout pas à noter le podcast sur Apple Podcast afin que le projet soit plus visible. Et un minimum de 5 étoiles de préférence. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée et vous dis à très bientôt. Salut!